Voilà. Bienvenue à tous, et merci à Jean-Philippe Chauvin d'être des nôtres ce soir. Voilà, Jean-Philippe est donc professeur d'histoire à Versailles, au lycée. Dans un grand lycée public, le lycée Hoche. Le lycée Hoche. Qui n'est pas forcément de bonne mémoire pour les royalistes. Voilà, et qui donc va nous parler de la monarchie et de la question sociale. Et donc, voilà, il va donc nous présenter son sujet durant la première heure, et après ça, nous pourrons poser des questions. Voilà. En ce qui concerne la réunion du mois de mai, je n'ai pas encore tout à fait fixé la date. J'attends d'ailleurs de quelques-uns d'entre vous un peu une réponse à la question que je vous ai posée. Mais l'idée serait que nous puissions aborder la question de l'Union européenne et de la France. Et le thème de cette réunion pourrait être moins d'Europe et plus de France. Hein, c'est un petit peu quand même notre tonalité, notre personnalité. Hein. Nous sommes souverainistes, nous sommes avant tout préoccupés de la France, même si bien sûr nous nous intéressons à l'Europe. Voilà, donc ce serait ce thème-là. Est-ce que nous le traiterons voilà, uniquement dans le cadre du centre Lesdiguières, ou est-ce qu'on l'élargira au cercle Bayard et à d'autres associations? Voilà, je ne peux pas vous le dire, c'est un peu tôt. Je vais en parler demain avec Ludovic Blanco, le président du cercle Bayard, que je rencontre demain soir, après le vernissage à la basilique du Sacré-Cœur, qui a lieu à 18h. De 18h à 20h. Voilà, donc le vernissage de l'exposition de Didier Bell commence à 18h, et la réunion du cercle Bayard demain soir commencera un peu plus tard. Voilà. Voilà, donc dans l'actualité, je crois que c'est l'essentiel. Autrement, ben, si, on pourrait la commenter, mais je crois qu'on le fera lors de l'échange et du buffet qui suivra la réunion. Jean-Philippe, tu as la parole. Bien, merci beaucoup de m'accueillir. Le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qu'on commence à réaborder de plus en plus dans les milieux royalistes, et pas seulement. Et ça commence par une formule, socio parce que royaliste. C'est une formule simple qui a été souvent répétée depuis quelques années dans les milieux royalistes, mais aussi lors de manifestations syndicales, ça peut surprendre, sur ces marges en tout cas, ou lors des soulèvements des Gilets jaunes de 2018-2019, où il est vrai que en y participant, j'ai rencontré pas mal de gens qui se posaient des questions et qui avaient vu un certain nombre de vidéos qui évoquaient justement la question sociale et la monarchie. Alors, cela peut en surprendre certains, cette formule socio, parce que royaliste, y compris dans les milieux royalistes ou proches d'eux, mais cette formule, elle rappelle une vérité simple, historique. Des royalistes, pas tous peut-être, mais des royalistes, et avant eux, les rois de France, ont toujours prêté attention aux questions sociales. Non pas pour tout commander, non pas pour tout diriger, mais pour arbitrer, pour corriger, pour assumer des devoirs sociaux qui sont à la base même de la royauté traditionnelle, de la défense du travail, du peuple dans sa double acception, c'est-à-dire à la fois le peuple en tant que grande population, en tant que population du royaume, mais aussi en tant que classe populaire, classe qu'on disait jadis laborieuse, même si évidemment ça a un petit côté un petit peu nostalgique quand on entend ce terme que les marxistes ont beaucoup employé, parfois d'ailleurs sans comprendre forcément ce qu'il y avait derrière le mot labeur ou le mot travail. Alors, il ne faut pas pour autant tomber dans l'angélisme. Il ne faut pas croire que d'un coup de sceptre magique, tous les problèmes des populations du royaume, à tous les moments, et il en fut d'ailleurs de très rudes, hein, nous le savons, la France n'a pas été, je dirais, exemptée des problèmes, des crises, des conflits, des guerres, y compris des guerres civiles, des guerres de religion. Eh bien, il ne faut pas croire que tous les problèmes ont été résolus d'un seul coup, ou qu'ils le seraient dans une nouvelle instauration monarchique. Je dis instauration monarchique, parce que ça me semble important aujourd'hui d'employer ce terme, instauration ou réinstauration, plus encore que restauration, puisque pour qu'il y ait une restauration, le laps de temps qu'il y a entre la dernière monarchie et celle que nous souhaitons établir
est quand même maintenant de 2 siècles, et donc évidemment il faut peut-être parler de nouvelle instauration. En tout cas, l'esprit même de la royauté capétienne, qui n'est ni orientale ni anglo-saxonne. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils ont leurs traditions. La tradition française, c'est autre chose, elle est éminemment sociale. Alors je ne vais pas vous faire tout un déroulé de l'histoire sociale du royaume de France depuis les origines, depuis 987 ou depuis 1214, non. Je vais me contenter de m'intéresser au dernier siècle, en particulier l'entrée dans le monde de l'industrialisation, l'entrée progressive dans la société de consommation, dans l'individualisme de masse, dans ce moment dans lequel nous sommes et avec toutes les questions qui se posent autour de la croissance, autour de la société de consommation elle-même, autour de ses fins et de ses moyens. Sur cette question sociale française, c'est là encore la fin du XVIIIe siècle et sous le règne du roi Louis XVIII et de ses suites, que l'on va avoir ce tournant qui va mener à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais attention, avec les nuances et les aménagements, évidemment, selon la période que l'on considère. C'est pas la même chose en 1800, c'est pas la même chose en 1900, et en 2024, les choses ont encore changé. Louis XVI, d'ailleurs, dans ce propos, n'est pas un roi insignifiant, loin de là. Bien au contraire, il est un révélateur. Et je dirais qu'il est aussi une victime, nous le savons, une victime aussi de ce tournant que nous pourrions qualifier de libéral. Mais attention, libéral au sens économique, au sens des lumières économiques du terme, pas forcément au sens seulement politique du terme. Il y a évidemment parfois quelques divergences, différences. Et on va voir ce tournant qui va prendre ses sources dans les idées économiques des Lumières, ou plutôt dans son idéologie dominante. Parce que les idées des Lumières, on va voir, c'est une idéologie dominante qui met l'économie avant les autres éléments et qui ne voit l'homme que comme une entité économique et non plus comme une entité sociale en tant que telle, ce qui explique d'ailleurs les lois très individualistes de la Révolution française. Alors, il est tout à fait marquant de constater qu'au fil des textes qui relatent sa vie et de ceux dont il est l'auteur ou que l'on rapporte, il est marquant que ce roi timide, gêné, il est trop grand, il ne se sent pas bien dans sa peau, il a vu tous ses parents disparaître, y compris son frère, etc. C'est pas quelqu'un de très ouvert, etc. C'est ce qu'on appelle chez moi un taiseux, quelque part. C'est un personnage indécis, et pourtant extrêmement intelligent, grand géographe, féru de sciences, et auquel on doit quelques progrès que parfois on ne soupçonne pas, et ça sera l'occasion aussi de lui rendre justice, parce que justement, le mot de justice est à son égard très bienvenu, parce qu'il a toujours été inspiré par l'esprit et par le souci de la justice. Cette justice, ce devoir de justice, c'est d'ailleurs le jour du sacre qui lui est intimé lorsque les insignes royaux lui sont remis, dont la main de justice, qui parfois est un peu oubliée. On pense toujours au sceptre, on pense toujours à la couronne, on pense au trône, on pense à l'épée de Charlemagne. On oublie parfois la main de justice. Or, la main de justice, elle est sans doute un des éléments les plus importants du pouvoir royal en France. Et sans doute qu'à ce moment-là, très particulier, il a 18 ans, il se dit d'ailleurs, quand il apprend la mort de Louis XV, il se précipite à genoux, nous sommes bien jeunes pour régner, sans doute qu'il a repensé à son lointain prédécesseur, le roi Louis IX, le roi Saint-Louis, pour qui la justice était l'essence même de sa royauté. N'oublions pas, on l'a appris jadis, on ne l'apprend plus maintenant malheureusement, c'est que le chêne était le symbole de cette justice, le chêne de Vincennes, qui est le chêne, l'arbre français par excellence. C'est l'arbre enraciné, c'est l'arbre qui protège, c'est d'ailleurs un arbre qui est en danger aujourd'hui dans nos forêts depuis quelques décennies déjà. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque Louis XVI sous l'angle de la justice? C'est parce que c'est un détail, mais un détail qui n'est pas anodin, c'est que c'est lui, et la gauche oublie de le dire souvent, qui a, pour la première fois, mis le mot justice et social ensemble. C'est un texte qui est rapporté en 1784, en décembre 1784. Il s'en prend alors à certains privilégiés qui, au nom de droits issus du monde germanique et de la féodalité, en oublient leur devoir en viciant même la notion de société et celle de royauté. Et il est très critique d'ailleurs à l'égard du droit féodal, et il dit
il dit à la fin de donc le droit féodal oserait-il se montrer ensuite? Qu'est-ce donc que ces petits aristocrates, c'est Louis XVI qui parle, qui, s'affiliant par de ridicules fables aux anciens dévastateurs de l'Europe, n'ont de titre réel que l'insolente barbarie, qui, rampant autour du trône qu'ils voulurent détruire, s'avisent de conserver des simulacres de souveraineté et veulent y avoir des obstacles, tandis que le monarque met sa principale gloire à commander une nation libre et généreuse. C'est Louis XVI qui parle, on est en 1784, et il continue, il termine, si l'abus ne se couvre jamais, c'est-à-dire si l'abus n'est jamais pardonnable en fait, etc., c'est sans doute lorsqu'il s'agit des droits sacrés, de l'humanité, du trône et de la justice sociale. C'est là qu'on voit pour la première fois dans le vocabulaire français la notion de justice sociale, et je trouve que cette formule est très intéressante, l'humanité, le trône, la justice sociale. C'est d'ailleurs une formule que les royalistes pourraient, je dirais, reprendre à leur compte. Quand on parle d'humanité, il s'agit véritablement de l'humilité face à l'homme, et puis aussi de l'humanité que l'on doit à tous ceux qui sont plus faibles que nous. Donc, en quelques mots, tout est dit, et c'est Louis XVI qui le dit. Alors, d'ailleurs, toute l'histoire du roi montre qu'il a un souci de la question sociale, quand on n'emploie pas encore d'ailleurs ce terme de question sociale, et qu'il a le souci de la justice, du secours des pauvres, de la fin, non pas des inégalités, mais des injustices et des abus. Alors, je dis non pas des inégalités, même s'il y en a qu'il cherchera à détruire et pour cause, je rappelle juste une chose, c'est que, et vous avez tous lu, je pense, ou entendu parler du fameux texte de Maurras, qui a été un des premiers textes que j'ai lus, qui s'appelait L'inégalité protectrice, qui est tiré de la politique naturelle. Le petit homme est libre, le petit poussin, pardon, brise sa coquille, et il lui manque peu de choses pour dire je suis libre, mais au petit homme il manque tout, etc. etc. Bon. Et l'inégalité n'est pas en soi un problème, n'est pas en soi un défaut. C'est la démesure de l'inégalité. C'est-à-dire, ce que j'explique à mes élèves, c'est que nos dames de ménage se lèvent à 3h30 du matin pour venir nettoyer notre lycée, qui est nickel quand nos élèves arrivent à 7h30, 8h du matin, etc. Et elles gagnent un salaire d'environ 1600, 1700 euros par mois. L'inégalité, la démesure, c'est quand un joueur de balle au pied va gagner en quelques minutes ce qu'une dame de ménage gagne en un mois. Et j'avais fait la comparaison, je m'étais amusé à faire ce petit calcul, lorsque Lionel Messi avait été embauché par le Paris Saint-Germain, on lui avait promis, hors net d'impôts, 41 millions. Puis il avait d'autres choses à côté, il avait des bitcoins, etc. 41 millions, et j'avais fait le calcul, ça correspondait à 1300 salaires d'infirmières au moment où on nous disait, on sortait de la Covid, qu'il fallait privilégier ces infirmières, ces soignants ou autres. Alors, qu'ils gagnent plus qu'une infirmière n'est pas choquant, qu'ils gagnent l'équivalent de 10, 30, 40, c'est pas choquant à la limite, mais qu'ils gagnent l'équivalent de 1300, c'est la démesure. Et on sait qu'une inégalité qui est démesurée, ça devient une injustice. Et c'est déjà l'esprit du roi Louis XVI aussi à l'époque. Alors, quelques exemples de la politique qui s'intéresse aux pauvres, qui s'intéresse aux plus faibles dans la société d'Ancien Régime. Au milieu des années 1780, par exemple, il y a un grand froid qui s'abat sur la France. Il y a un volcan, le volcan Laki, qui explose en Islande. C'est souvent là-bas que ça explose d'ailleurs, que ça nous touche. Et il provoque d'ailleurs là-bas des émanations très fortes de gaz qui provoquent la mort d'une partie de la population, particulièrement les plus jeunes. Et cet accident volcanique, cette éruption volcanique va se marquer chez nous par un très grand froid. Et donc par le problème alimentaire, et le problème, en fait, là, plus que le problème alimentaire, d'ailleurs, ça va être le problème du bois, c'est le problème du chauffage, etc., pour aider les pauvres. Et le roi constate que ça provoque une surmortalité enfantine assez rapidement, que ça menace le pays d'une disette, d'une crise sociale grave, et sachant que la France est sortie depuis 1520 du cycle des familles, grâce à l'organisation de la monarchie absolue. Parce que la monarchie absolue a créé la fluidité dans le royaume. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grandes routes, désormais elles sont sûres, et c'est l'organisation de la monarchie absolue qui a permis à la France d'entamer la première
sa transition démographique. Je vous rappelle qu'il y a en 1720, il y a à peu près 20 millions d'habitants. En 1789, il y en a 28 millions à peu près. C'est-à-dire une augmentation de 40% dans un laps de temps relativement court. Eh bien, on le doit plus qu'à radoucissement climatique qu'il y a eu effectivement parce que les autres pays l'ont connu aussi, c'est l'organisation de la monarchie absolue qui a permis cette véritable explosion démographique qui fait d'ailleurs que la France entamera sa transition démographique, sans entamer sa transition européenne. Je referme la parenthèse. Et donc, il y a cette menace qui pèse d'une disette, d'une famine liée au très grand froid, liée aux très mauvaises conditions, qui fait qu'un certain nombre de légumes d'hiver ne poussent pas, etc. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. On dit que les poireaux gèlent dans la terre, etc. Et du coup, eh bien, Louis XVI, père de ces sujets, va débloquer tout de suite 3 millions de livres pour aider les victimes, ce qui correspond à 1% du budget de l'État. Ce qui est énorme. On n'imagine pas 1% du budget de l'État. Aujourd'hui, on voit bien que, pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de la défense qui est si important aujourd'hui, tout c'est juste 2%. Donc voilà, en l'espace de quelques semaines, il engage 1% du budget de l'État. Donc, et c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs cette formule de père de ces sujets. Il est surnommé à ce moment-là le bienfaisant, Louis le bienfaisant. Et certaines personnes ne l'oublieront pas. Et puis, quelques années après, encore un autre exemple. Le roi rencontre un pharmacien, ou plutôt lors d'une exposition de pharmacie, un certain Lavoisier, qui lui montre toutes les qualités de la pomme de terre, qu'en France, les philosophes récusent. Voltaire, par exemple, se moque de ceux qui mangent des racines. Il voit la pomme de terre comme une simple racine, on ne voit pas du tout l'intérêt. Et Lavoisier dit au roi tous les avantages de la pomme de terre. Le roi saisit tout de suite l'intérêt. On est en 1785. Il fait planter un champ de pommes de terre à côté de Versailles. Il le fait garder comme si c'était un trésor par des soldats, etc. Et puis, les petites fleurs arrivent, les pommes de terre, il en porte une à son chapeau, bon, les courtisans se demandent ce que c'est, etc. Quoi, la pomme de terre, mais c'était pour les animaux jadis, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ce sont des courtisans, donc ils mettent la petite fleur de pomme de terre. Les pommes de terre arrivent à maturité, il les fait servir à la table du roi, c'est un mets du roi, etc. Tout d'un coup, les courtisans, etc. disent, bon, bah, on va s'y mettre, si le roi le fait, etc. Et ils suivent, et les gardes disparaissent du champ. Or, il y a en France quelque chose qui va disparaître d'ailleurs après la Révolution française, c'est le droit de glane. Et les pauvres qui regardent ce champ gardé comme s'il y avait un trésor, tout d'un coup se disent le premier jour, mais où ils sont les gardes? Ils n'osent pas aller dans ce champ. Et puis le deuxième, ils y vont, ils se servent des pommes de terre, ils apprennent d'ailleurs que c'est le mets du roi, c'est les légumes, c'est laissé par le roi d'une certaine manière à leur usage. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, si nous mangeons des pommes de terre sous forme de chips, de purée, de frites, etc., eh bien, nous le devons d'une certaine manière au roi Louis XVI. Voilà encore un élément que notre histoire de France a parfois un peu oublié. Alors, si on regarde d'un peu plus près le bilan de Louis XVI, avant même que la Révolution éclate, nous y voyons donc un certain nombre de traces, de preuves de cet intérêt porté par le pouvoir royal à la question sociale. Ce n'est pas un hasard. Le roi, père de tous les Français, a un rôle premier qui est considéré comme tel par les Français, c'est celui de protéger ceux-ci de l'insécurité alimentaire. Pendant très longtemps, le roi, c'était le roi nourricier. Et il y en a une preuve à contrario. C'est qu'en 1763-1764, il y a une première poussée libérale. Et on va supprimer la police des grains. On va libéraliser le marché des grains, etc. Ce qu'on refera d'ailleurs au sortir de l'été 89, qu'on oublie un petit peu. Et c'est une catastrophe, évidemment, parce que cette libéralisation qui était voulue par un certain nombre de physiocrates, d'économistes, de libéraux, etc., eh bien, ça passe très mal. Parce que tout de suite, il y a de l'accaparement, tout de suite, on voit que ça profite à quelques-uns et que ça ne profite plus à tous. Et Louis XV se rend compte de son erreur, d'ailleurs, dès 1764, il revient là-dessus, mais les choses étaient un peu rompues. Cela étant, on le voit au moment de l'affaire des farines, etc. Cela étant, ce qu'on demande à l'État, c'est de donner à manger, de permettre à chacun de manger. Ce qui explique d'ailleurs toute la symbolique quand on voit le roi en 1788, ce fameux tableau que l'on voit dans un village de Versailles où il donne à manger des aumônes aux pauvres, etc. C'est un tableau très connu, etc. C'est un des rôles sociaux majeurs du roi, c'est de répondre à la question nourricière. Et d'ailleurs, en octobre 1789, à qui on s'adresse, à qui les femmes manipulées, sans doute, mais il y a un vrai problème, parce qu'il y a en fait toute une spéculation autour du grain
puisqu'on a lâché, c'est-à-dire on a lâché les rênes quelque part, eh bien, où vont les femmes? Elles vont chercher le boulanger, la boulangère, le petit mitron. Toujours cette idée du roi nourricier, qui est une idée importante et qui reste, y compris même parfois aux dépens du roi, comme on l'a vu en 1789. Alors, ça n'empêche pas que dans nos sociétés, ces sociétés qui sont encore des sociétés de subsistance, des sociétés parfois de pénurie, qu'il y ait des pauvres, ça n'empêche pas qu'il y ait de la pauvreté, ça n'empêche pas qu'il y ait des injustices aussi, mais le roi est là pour au moins les dissiper, les résoudre, les marginaliser autant que faire se peut. Attention, les gens ont toujours l'impression qu'en 1780, c'est 2024. Moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est qu'en 2024, il y a en France 14% de gens qui n'aient pas à manger tous les jours. 14% de gens qui n'aient pas à manger tous les jours ou qui mangent mal. Puisqu'en fait, le gros problème aujourd'hui de la sous-alimentation, c'est aujourd'hui la malnutrition, puisque quand on a moins, on va acheter les produits les plus salés, les plus gras, etc. Et c'est pas forcément bon pour la santé. Ça, c'est le vrai. On a aujourd'hui les moyens de nourrir 12 milliards de personnes sur la planète. On est 8 milliards, il y en a encore 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim. Et en France, on a aussi ce problème. Comment se fait-il? Alors qu'on a vraiment tout. C'est là le vrai scandale aujourd'hui. À l'époque, on était dans les sociétés de pénurie, les sociétés de subsistance qui produisaient, qui étaient dans la formule produire pour consommer. Aujourd'hui, dans les sociétés, j'y reviendrai plus tard, où l'on consomme pour produire. En tout cas, c'est un rôle que le roi prend très à cœur, y compris le roi Louis XVI. Et je rappelle aussi une chose, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être surprendre que je le dise, mais c'est lui qui va le premier initier le suffrage universel, alors masculin, mais il y a des femmes qui votent d'ailleurs, pour les États généraux. On l'oublie toujours, on dit « Ah, mais c'est la République qui crée le suffrage universel ». Que nenni, d'une certaine manière. Non, c'est bien lorsqu'il appelle à la rédaction des cahiers de doléances, il va y en avoir 60 000, qui vont d'ailleurs, dès la fin de l'été, être mis au rebut. Un peu comme les cahiers de doléances que M. Macron a demandé en 2019 et qui aujourd'hui ne sont toujours pas publiés alors qu'ils auraient dû l'être. Bon. Et le roi Louis XVI, c'est lui qui convoque les États généraux, c'est lui qui convoque des élections à ces États généraux et qui demande aux hommes, et il y a un certain nombre de femmes qui vont voter en 1789, et c'est en définitive lui aussi l'inventeur de ce suffrage universel. Je ferai une remarque sur les cahiers de doléances. Ces 60 000 cahiers de doléances, cette convocation, enfin cette demande de cahiers de doléances, c'est la plus grande, à ma connaissance, manifestation, je dirais, de demande, ainsi, c'est le plus grand. Il n'y a jamais eu une telle consultation, malgré tous nos moyens contemporains, modernes, techniques ou autres, depuis cette période de 1789. Étonnant, non? Pour ça que, bon, il faut sans doute travailler un peu sur cette personnalité, sur ce roi qui, en définitive, a sans doute été beaucoup plus novateur que l'école dite de la République voudrait nous le laisser entendre. Alors, la Révolution arrive. La Révolution, elle, et dès qu'elle échappe au roi, est antisociale. Elle est, dès les origines, antisociale, fondamentalement antisociale, parce que libérale, plus libérale dans le sens économique et le plus néfaste du terme, qui pourtant pourrait être beau, libéral, ça sonne bien, etc. Bon, les royalistes n'aiment pas le libéralisme tel qu'il est né des Lumières. Il y avait eu un terme qui avait été travaillé par quelques cercles de réflexion royalistes il y a quelques années pour montrer que la monarchie n'était pas libertaire et qu'elle n'était pas libérale au sens idéologique du terme. C'était le terme libertal. On prenait, bon, c'est un terme qui, évidemment, n'a pas eu grand succès parce que c'est un terme un peu compliqué, etc. Mais l'idée, c'était de montrer un petit peu la différence entre le libéralisme et l'esprit libertaire. Alors, toujours est-il que la Révolution a été antisociale dès le début. Quand on regarde bien, ne serait-ce que la structure même des délégués des États généraux et du tiers-État. C'est une confiscation par la bourgeoisie, principalement urbaine. Il y a 2 laboureurs seulement, dont le fameux laboureur Gérard, hein, avec qui Louis XVI va échanger quelques mots parce qu'il est habillé de manière un peu, je dirais simple, etc. Et il n'y a aucun ouvrier. Aucun ouvrier. Aucun ouvrier, très peu d'artisans, etc., etc. Dès le début, ce sont des gens
des avocats, des juristes, Danton, Robespierre, etc., des greffiers, ce sont des bourgeois, des grands bourgeois, des banquiers, etc. Ce sont des gens qui appartiennent à cette bourgeoisie, le terme n'est pas péjoratif en tant que tel, mais à une bourgeoisie libérale qui pense d'abord à son intérêt économique plutôt qu'à l'intérêt de tous. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle est individualiste, et la suite le montrera. Et, août 1789, c'est le triomphe de la propriété privée absolue. Et là, les États-Uniens sont plus en avance que nous sur les études. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, je ne sais plus si j'ai les références ici, d'un États-Unien qui a travaillé sur le thème et qui explique que 1789, c'est véritablement l'acte de naissance de la propriété privée absolue. J'ai bien dit absolue dans le sens, là, un petit peu exclusif du terme. Ça veut dire que on va supprimer toutes les autres formes de... Voilà, je l'ai là, c'est cet historien américain, alors j'arrive pas à lire le nom, c'est Ralph Blaufarb, j'ai son livre quelque part dans ma bibliothèque, qui est un livre effectivement très intéressant et très novateur, et les universitaires français feraient bien de s'en inspirer un petit peu. Il y avait des formes de propriété très différentes sous l'Ancien Régime. Il y avait des formes de propriété d'usage, il y avait ce qu'on appelle les communs, les vaines pâtures, c'est-à-dire que le paysan pauvre pouvait aller dans un champ qui appartenait soit à l'église, soit au seigneur, soit au noble, etc., l'exploiter d'une certaine manière, faire paître sa vache ou sa brebis ou je ne sais quoi, etc., et puis ça tournait, etc. Il y avait toujours cette espèce de part du pauvre qui était respectée ainsi. Avec la propriété privée, qui est une des conséquences immédiates de la nuit du 4 août et du 11 août. Eh bien, désormais, c'est interdit. Et on va faire, avec un siècle et demi de retard, ce que les Anglais avaient fait, des clôtures. Et du coup, eh bien, ce mouvement qui était des enclosures, de clôture, avec un siècle et demi de retard, il aura évidemment des effets par la suite. Il va éliminer une toute petite part de la population paysanne, mais qui, au moment d'ailleurs de la vente des biens nationaux, des ventes du bien des clergés, ne profite pas. Il y a quelques gros agriculteurs qui vont profiter de cette dispersion des biens du clergé. On va avoir un certain nombre de petits paysans qui vont être chassés parce qu'ils n'ont plus accès à des terres qui tout d'un coup sont privatisées, alors qu'en définitive avant elles étaient d'une certaine manière nationales, enfin elles étaient communes, etc. Et alors, dans notre malheur, ou dans le malheur des paysans, il y aura quelque chose qui quand même les sauvera, c'est que la terre française est quand même relativement féconde et qu'il y aura une petite et une moyenne propriété paysanne qui durera jusqu'aux années 1950. Je vous rappelle une chose, c'est que la transition démographique française, c'est le seul cas dans le monde, à ma connaissance, en tout cas en Europe, où la transition démographique ne s'accompagne pas d'une transition urbaine. Quand on vous parle d'un exode rural au XIXe siècle, il est extrêmement mesuré, c'est plutôt une aspiration urbaine et industrielle, et il n'y a pas d'exode rural, sauf quelques endroits d'Auvergne ou autres. Pourquoi? Parce que les gens restent sur place, préfèrent être maîtres chez eux. Et ça, c'est l'esprit français, être maître chez soi sur la terre. Je me suis un peu écarté, mais simplement pour vous dire que dès août 89, dès 7 août et septembre 89, par exemple, la liberté des grains revient. Tout ce que le roi Louis XV avait, je dirais, mis de côté parce qu'il avait vu les conséquences sur le peuple, s'est réimposé dans l'indifférence générale. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, si vous regardez les manuels d'histoire, y compris les manuels un peu fouillés d'histoire de la Révolution française, ce sont des choses qu'on a du mal à trouver. Il faut vraiment creuser, creuser et creuser. Et il y a la vente des biens de l'Église, qui est une véritable spoliation, parce que le but, c'est soi-disant de régler la dette de l'État, mais en fait, ça va profiter à quelques grands propriétaires. Pierre Chonu disait que ça avait profité à 80 à 120 000 familles. Point à la ligne. C'était eux, c'était elles plutôt les grands profiteurs de la Révolution française. Pas vraiment sociale. Donc dès le début, la Révolution française est anti-sociale, elle est récupérée, c'est le basculement. La classe économique bourgeoise veut récupérer le pouvoir politique désormais pour justement libérer, comme elle dit, l'économie, en fait l'utiliser à son usage et à son usage seul. C'est-à-dire qu'on voit des idées comme celle de partage qui sont en train de s'effacer devant l'idée de propriété, d'appropriation, parfois de manière un peu fermée. Je parlais des clôtures tout à l'heure. Et c'est un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que désormais, le monde économique veut mettre la main sur le monde politique. Ce que Charles VII avait refusé du temps de Jacques Coeur, ce que Louis XIV avait empêché en mettant Fouquet
à la Bastille, etc., eh bien la bourgeoisie le réalise. C'est une fronde bourgeoise quelque part qui réussit, et c'est un basculement hein, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'argent, c'est le monde de l'économie, c'est le monde de l'euro, demain du bitcoin, qui domine d'une certaine manière la structure économique et les questions sociales. Alors, quand d'ailleurs on va spolier les biens de l'Église, on va en finir avec cette sorte d'amortisseur social qu'était l'Église. Parce que l'Église s'occupait des pauvres, de l'accueil des pauvres, s'occupait de l'accueil des malades, etc. Et d'ailleurs s'en est occupé encore très longtemps. Moi j'ai le souvenir que dans mon village, les infirmières étaient des religieuses, jusqu'à leur disparition, et qu'elles n'ont jamais été remplacées. Il n'y a plus donc cet amortisseur social qui résolvait un certain nombre des problèmes que l'État n'avait pas à résoudre ou ne pouvait résoudre. C'est aussi la fin de l'arbitre social, parce que le roi est désormais privé de pouvoir décisionnaire fort. Il ne peut pas s'opposer à ces lois libérales. 1791, c'est la pire année pour les travailleurs français. C'est l'année la plus libérale qui soit, et tous les projets de M. Macron, de M. Sarkozy ou d'autres n'ont jamais été aussi loin. 1791, c'est véritablement l'explosion nucléaire. C'est deux lois, en fait il y en a une troisième, la loi de Godard je crois, mais qui est très peu évoquée, mais sur lesquelles il est très difficile, je fais des recherches là-dessus, de trouver des éléments véritables. Il y a une véritable difficulté, il y a un véritable brouillard autour de cette question sociale sous la Révolution française. Là encore, il faut attendre les Anglais et les universitaires anglais et les universitaires états-uniens pour avoir quelques indications. C'est quand même le comble, mais en même temps c'est très révélateur. Il y a une sorte de tabou, la Révolution, M. Mélenchon d'ailleurs, il sait tout ça, M. Mélenchon, mais évidemment il est bien gêné aux entournures parce que la Révolution n'est pas ce qu'il en dit, c'est moins qu'on puisse dire, et que ces héros, entre guillemets, Robespierre et les autres, n'ont pas eu une attitude éminemment sociale, pas autant qu'il essaye de le faire croire. Alors, 1791, donc c'est l'année la pire pour le travail et les travailleurs. Alors j'avais écrit beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et sur lequel les royalistes ont beaucoup écrit, beaucoup disserté, beaucoup travaillé. Nous avions dans mon petit groupe le groupe de royalistes sociaux, on a beaucoup travaillé sur l'année 1791, sur les textes, on les a réédités, on les a réexpliqués, et j'avais trouvé dans un livre que peu de gens connaissent, qui s'appelle Le Prolétariat, publié par le comte de Paris, Henri le comte de Paris, qui est décédé en 1999. Il a publié un livre qui est devenu un classique du royalisme social, d'une certaine manière, et il rappelle avec justesse, même un titre, les principes de 1789 ont créé le prolétariat, la loi Le Chapelier du 17 juin 1791 est l'acte de naissance du prolétariat, ce que confirmeront d'ailleurs des historiens comme Gaxot, etc., et d'autres. Alors, je vais vous lire justement juste cet extrait. Après le coup d'État bourgeois de 1789, c'est donc le comte de Paris qui parle, l'ouvrier abandonné à lui-même, inapte à s'associer, incapable de se défendre, fut asservi par les employeurs. Le vote d'une loi aussi inhumaine avait-il au moins donné lieu à des incidents de séance? Avait-il déchaîné des répliques violentes ou suscité des interventions généreuses? Non. La Constituante se désintéressait à un tel point de la classe ouvrière qu'elle adopta la loi Le Chapelier à l'unanimité. En permettant aux détenteurs du capital de jouir d'une pleine liberté, en l'enlevant à l'ouvrier tout moyen de défendre ses intérêts professionnels, elle a précipité les classes laborieuses dans le prolétariat, cycle infernal où elles devaient sans cesse tomber plus bas au cours du siècle suivant. Et alors, ces deux lois. La loi d'Allard, c'est la loi qui casse d'une certaine manière déjà le système, mais c'est la loi Le Chapelier qui est véritablement le coup de massue, parce que c'est l'interdiction. La loi d'Allard, c'est la fin des corporations. La loi Le Chapelier, alors il se trouve qu'il y a des manifestations.
que les ouvriers manifestent. Ils disent mais attendez, nous on veut être protégés, on ne veut pas que le patron puisse baisser de 3/4 le salaire parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre, qui peut embaucher à côté, qui accepte une telle baisse de salaire, etc. Il n'y avait plus de règles, tout a été détruit, en même temps que les corporations, qui avaient des défauts, hein, mais qui avaient au moins le mérite de veiller à la protection de celui qui travaillait, qui produisait de ses mains ou de son esprit. Et donc, la loi de Chapelier a été faite en plus comme une loi de répression, c'est-à-dire que c'est une interdiction du droit de grève, du droit de coalition. Il faudra attendre 1864, sous Napoléon III, la loi Émile Ollivier, pour que l'ouvrier puisse enfin, quand il fait grève, ne pas se faire tirer dessus, ou plutôt ne pas être considéré comme un délinquant. Hein. Donc quand même, c'est quelque chose de très lourd. Et puis, il y aura l'interdiction du droit de s'associer. C'est-à-dire qu'on considère, alors j'avais noté ça quelque part, mais c'est dans mon... je ne sais pas si je vais le retrouver, on considère que le fait de s'associer, c'est négatif. Il ne doit y avoir dans cette révolution qui vient, qui se fait, que l'intérêt, je dirais, particulier et l'intérêt général, quelque part. Tous les corps intermédiaires disparaissent. C'est d'ailleurs une chose qui, aujourd'hui, est encore probante, puisque, aujourd'hui, on voit bien que, qu'est-ce qu'on reproche, justement, à l'absence de dialogue social en France, etc., c'est justement que les corps intermédiaires sont méprisés. Et que, d'ailleurs, les corps intermédiaires, ou ceux qui voudraient jouer le rôle de corps intermédiaires, les syndicats, eh ben, ils n'y arrivent pas, ou ils n'y arrivent plus, d'une certaine manière. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc on n'a pas refait, on n'a pas réparé 1791, même si on a pu revenir sur ces lois d'Allard de la Chapelier par la suite, mais bien tardivement. Alors, donc je me dis, c'est vraiment l'année maudite, et c'est ce libéralisme, cette liberté du travail se fait au détriment du travailleur et de la qualité du travail, puisque désormais, la liberté du travail, ça veut dire que n'importe qui a de l'argent peut investir, même dans un métier qu'il ne connaît pas. Ce qui était empêché avant par le fait qu'il fallait appartenir à un métier pour pouvoir le faire, pour pouvoir investir, c'était la moindre des choses. Or aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est encore un problème. Aujourd'hui, on voit de grands administrateurs qui ne connaissent rien à la boîte, mais qui sont là pour dégraisser ou rendre, je dirais, les actions plus profitables. Bon, le profit en soi n'est pas un mal, il faut être clair. Là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la démesure. Surtout quand, en plus, le profit se fait au détriment de la qualité ou au détriment, je dirais, de ceux qui produisent vraiment. C'est-à-dire que là, avec cette Révolution française, 1791, le travailleur qui était maître de son métier, qui était propriétaire de son métier, devient juste un employé, un salarié, quelqu'un qui peut être jeté par l'argent. C'est-à-dire que c'est le moment de dissociation véritable, 1791, entre le travail et l'argent. Je ne vais pas aller trop loin, mais ce sont des choses qui aujourd'hui sont encore là, on en est encore sous les conséquences. Alors, il est toujours amusant de constater, et amusant et un peu agaçant, de constater que la gauche s'attribue tout le mérite de ce qu'elle nomme le progrès social, alors qu'elle vante une révolution qui n'a fait que détruire ce qui pouvait apparaître comme des protections, des préservations sociales, à tel point d'ailleurs qu'une certaine gauche, je parle de la gauche du 19e, pendant très longtemps, a cherché à reconstituer les corporations, même sous un autre nom. Il suffit, le mutualisme, c'est une forme de corporatisme façon socialiste. Hein. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire, mais c'est l'esprit, c'est-à-dire que l'idée c'est de s'associer et de trouver les moyens par des caisses de mutualité qui correspondaient un peu au patrimoine corporatif ancien, de répondre justement au rouleau compresseur du monde de l'argent. Alors, la gauche oublie donc les racines mêmes de la destruction d'un modèle social qui protégeait les droits des ouvriers, des travailleurs, des classes laborieuses avant 1789-91. Alors, il y a un souci, là je suis en train de travailler un petit peu là-dessus, c'est les ouvriers d'usine, parce qu'on voit, il y a une légende là encore qu'il faut faire taire quelque part ou qu'il faut nuancer. On nous dit toujours que la révolution industrielle est née en Angleterre. Ce n'est pas tout à fait exact. Ou disons que c'est incomplet. La révolution industrielle est aussi née en France dès les années 1750-1760. Sauf qu'on a moins de matières premières, mais ne l'oublions pas, nous sommes la première puissance politique maritime à partir de 1780. La grande revanche que va constituer la guerre d'Amérique, c'est en fait aussi une revanche industrielle et économique, et commerciale, parce que qui tient la mer
tient la terre et tient les affaires. Hein. Et vous remarquerez d'ailleurs que le français est une langue extraordinaire parce qu'au milieu du mot commerce, il y a le mot mer. Et vous voyez comment, et bon, les ports, qui sont les portes, etc. aussi, bon, bref, on pourrait aller loin de cela, mais j'aime bien voir ce genre de petite, ce que Léon Daudet aurait appelé un intersigne. Et donc, quand on regarde bien les choses, la France était la première puissance du monde. Et à tel point d'ailleurs qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est que Louis XVI avait engagé dès 1783 l'idée d'une entente, d'une paix perpétuelle avec les Anglais. Il avait compris que, comme Louis XV avait fait ce renversement, parce qu'il voyait le danger prussien qui apparaissait, le renversement d'alliance avec les Autrichiens, Louis XVI était en train de se dire « nous sommes en position de force, nous les avons battus, ne les humilions pas, car ils sont aussi une puissance maritime et nous devrons composer avec eux ». Si la Révolution n'avait pas eu lieu, eh bien le mode de développement du monde, la mondialisation telle qu'elle serait développée sur des fondamentaux français et sans doute beaucoup plus justes. Et on ne serait pas en train de se plaindre qu'à chaque fois qu'il y a un développement, ça passe par l'exploitation de 2 générations pratiquement, ce qu'on appelle les classes sacrificielles, qui sont surexploitées comme nous-mêmes, on l'a fait au 19e, en Angleterre, en France ou aux États-Unis. Et on recommence le même cycle. Hein. Eh bien, si c'était la France qui avait, parce que ne l'oublions pas, en 1788, lorsque les voyageurs vénitiens ou anglais viennent en France, ils disent le 19e siècle sera français. Et puis il y a eu la Révolution française, et patatras, et le 19e siècle a été anglais. Je vous ferai une petite remarque là encore, intersigne peut-être Waterloo. Waterloo, évidemment, hein, c'est étonnant quand même, le pouvoir de l'eau, le pouvoir de la mer, le pouvoir de la fluidité. Waterloo, c'est là, d'une certaine manière, c'est ce qui ouvre le siècle anglais, le siècle de la mer, de la première mondialisation. La bourse. Vous voyez comme quoi, parfois, à travers le vocabulaire, même des choses qui... Parce qu'après tout, pourquoi Waterloo, hein, on peut y voir un intersigne quand même assez fort. Je referme la parenthèse. Excusez-moi, je fais comme dans mes cours, j'ouvre des parenthèses et j'essaye de... En anglais, loup, ça veut dire le WC. Tout à fait, mais je parlais en français, water Oui. en anglais, l'eau tel qu'on le prononce en français. Ça fait partie des intersignes, c'est des petites choses comme ça qui sont très symboliques et qui apparaissent un petit peu, qui en tant qu'historien me font toujours sursauter parce que je me dis qu'il y a des clés parfois et que l'histoire nous fait aussi des clins d'œil parfois. Alors, en tout cas, au XIXe siècle, ce sont bien les rois de la Restauration et leurs partisans catholiques qui furent à l'origine des premières mesures sociales, de justice sociale réparatoire et réparatrice après les lois révolutionnaires et impériales. N'oubliez pas qu'en 1803, par exemple, Napoléon va en rajouter une couche avec le livret ouvrier, qui existait d'ailleurs plus ou moins. Il y avait déjà des livrets ouvriers, mais livret ouvrier obligatoire, c'est-à-dire que l'ouvrier est vu comme quelqu'un de suspect, classe dangereuse, en même temps déraciné, etc. Bon. C'est quand même assez révélateur. Et bien Louis XVIII, lui, alors Louis XVIII c'est un roi qui n'est pas très populaire, il a du mal à se déplacer, il est ronchon, c'est pas un type très sympathique. Et pourtant, il y a 2 éléments qui montrent qu'il essaye, il a compris ce qui se passait. Alors bien sûr, il n'y a pas encore beaucoup d'ouvriers d'usine, bien sûr on est au début, un nouveau départ de l'industrialisation. Mais Louis XVIII va faire 2 choses. D'une part, en novembre 1814, il fait voter une loi de sanctification du dimanche. C'est le repos dominical qu'on rétablit. Avant la Révolution française, on a calculé qu'il y avait à peu près 90 jours de congé par an. Il y avait les 52 dimanches, et puis il y avait toutes les fêtes religieuses. Et qui d'ailleurs peuvent être différentes d'un endroit à un autre. À Quimper, par exemple, il y avait toute une série de fêtes autour de la Saint-Corentin, autour du 13 décembre. Bon. Et il y avait des fêtes selon les corporations. Et ça faisait à peu près 90 jours de congé. Il faudra attendre 1936 pour que les ouvriers retrouvent le même nombre, ou un peu plus d'ailleurs, de jours de congé. 1936, 1791. Alors en fait, ça a commencé dès 1789, parce que les révolutionnaires français sont très inspirés par la formule de Benjamin Franklin. Quelle est cette formule? On la connaît tous, on l'évoque parfois un peu en plaisantant, etc. C'est une des formules les plus terribles que je trouve, c'est le temps, c'est de l'argent. C'est le moment où, dans la conception ancienne, le temps c'était Dieu, etc. Dieu c'est le temps, etc. Le temps c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on sacralise le temps, on sacralise plutôt l'argent à travers le travail. Et
mais Benjamin Franklin a été doublé par Walt Disney, puisque désormais, même le temps de loisir est un temps monétarisé. Donc, mais à l'époque de Benjamin Franklin, il considérait que tous les jours de congé, que celui qui baillait aux corneilles, celui qui écrivait des poèmes, celui qui regardait un coucher de soleil, c'était du temps perdu. Bon. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi les poètes ont eu beaucoup de mal à s'affirmer au XIXe siècle, comment ils étaient très incompris par les bourgeois qui y voyaient simplement des traits de savate. Ce qu'ils étaient parfois aussi d'ailleurs, évidemment, sinon ça aurait manqué à leur bohème. Et sous la Révolution française, plus de fêtes religieuses. Plus de fêtes religieuses, liberté du travail, y compris le dimanche. Et à tel point que sous Napoléon, certains ouvriers sont venus demander à Napoléon le droit d'être tranquille le dimanche, tout le dimanche. Et Napoléon n'a accordé que le dimanche matin. Il a dit, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous voulez bien manger le dimanche, pourquoi ne travailler bon, enfin bref, vous m'avez compris, pourquoi ne pas travailler aussi? Et donc il avait refusé que le dimanche, malgré ses liens avec le Concordat, etc., il avait refusé que le dimanche redevienne un jour férié pour les travailleurs. Alors à l'époque, c'est vrai qu'ils n'étaient pas aussi nombreux qu'ils le seront par la suite. Les paysans, ils continuent à respecter ce repos dominical. Et donc, Louis XVIII, il faut qu'il arrive à enraciner son pouvoir. C'est la bourgeoisie qui lui accorde d'une certaine manière, qui montre bien qu'elle est maîtresse du jeu, et qui dit, bon, on a dégagé Napoléon, on veut bien de vous, mais à nos conditions. Sauf que Louis XVIII est quelqu'un qui, justement, a une très haute idée de lui-même, ce qui nous permettra d'ailleurs aussi de sauver la mise un petit peu à Vienne et ailleurs, aussi grâce aussi au diable boiteux que sera Talleyrand. Mais, et Louis XVIII se dit, bon, je ne peux pas en finir avec les lois de 91, maintenant et tout de suite, etc. Est-ce qu'il y pense? Sans doute. Mais il va passer par le religieux. Et donc, il va dire, ben voilà, le dimanche, désormais, c'est un jour sacré, c'est le jour du repos, le jour du Seigneur, donc férié. Et donc, en fait, cette loi qui se cache sous une apparence religieuse est d'abord une loi sociale. On peut surprendre, mais c'est une loi sociale. C'est une manière de rétablir le repos dominical pour les travailleurs. Et, alors d'ailleurs, la bourgeoisie est furieuse. Quand on regarde certaines réactions de l'époque et certaines correspondances, ils disent, mais vous vous rendez compte, on ne va plus être compétitif, on va perdre du temps, on va perdre du travail, on va perdre de l'argent. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve régulièrement, qui est plus ou moins vrai selon les situations. Mais c'est passé. Et puis il y a une deuxième chose qu'on oublie un peu trop, et qu'on doit aussi à Louis XVIII. Alors c'est facile, 1818. C'est la création du livret d'épargne. Et la création du livret d'épargne, c'est justement une manière d'assurer une épargne qui soit garantie par l'État, quelque chose qui devait justement, je dirais, nuancer l'individualisme où la personne se retrouvait seule devant la question de l'argent, etc., etc. Et il crée la caisse d'épargne, il crée le livret d'épargne, alors c'est pas lui en tant que tel, etc., mais il a pu cette idée et on lui doit aussi, donc, on doit aussi au règne de Louis XVIII ce livret d'épargne qui est aujourd'hui le livret le plus suivi par les Français. Il y en a, je crois, 55 millions, ou presque 60 millions, etc. Et l'État cherche depuis des années d'ailleurs à mettre la main sur ce magot, mais vous savez combien les Français y sont attachés. Ben voilà, encore quelque chose que l'on doit, et qui est une manière aussi de sécuriser une partie de l'argent des artisans et des travailleurs, des ouvriers. Le but, c'est véritablement d'engager une épargne garantie et que là, ça ne soit plus simplement des jeux d'argent, la liberté du travail ou de l'argent qui impose aux travailleurs. Et c'est quelque chose qui, évidemment, va avoir tout de suite un grand succès et qui était, moi, vous avez peut-être connu cette époque-là, mais moi je me souviens comment dans les années 60, dans mon école, on avait, certains jours, on avait des gens de la caisse d'épargne qui passaient et qui nous offraient des vignettes et nous on donnait notre petit 5 francs, etc., ou 2 francs, etc., pour avoir ça dans notre carnet de caisse d'épargne qu'on avait tous quasiment à notre naissance. C'était quelque chose qui était presque en lien avec l'école publique. Voilà. Donc aujourd'hui, ce serait plus compliqué à organiser. Alors, il n'y a pas que Louis XVIII. Alors Louis XVIII n'a pas pu aller beaucoup plus loin, mais au moins, vous voyez comment est-ce qu'il a essayé au moins de... Et Charles X, alors Charles X, le problème c'est que Charles X n'a pas compris certaines choses au niveau politique, mais
il n'est pas tout à fait indifférent à la question sociale. Et en particulier, il est alerté par un de ses préfets, Villeneuve-Bargemont. Alban de Villeneuve-Bargemont, un préfet du Nord. Pourquoi le Nord? Parce que c'est là qu'il y a les principales activités industrielles, le Nord et l'Est, etc., le textile, les mines, etc., etc. Et Villeneuve-Bargemont est absolument effrayé, effaré de ce qu'il voit. Il faut lire les textes et les rapports qu'il a faits, etc., qui sont accessibles encore, et il dit, c'est pas supportable. Il y aura un certain nombre de textes où il s'en prend très violemment au libéralisme, il ne sera pas le seul, parce que dès 1823, alors j'avais trouvé une série de textes, dès 1823, il y a, même avant, il y a un texte de Félicité de Lamennais, par exemple, qui va, quand il est encore dans ses bonnes heures, qui va justement dénoncer, est-ce que je vais le retrouver? Je l'avais mis quelque part, donc, Félicité de Lamennais, et puis un autre, je ne me souviens plus de son nom, qui vont dénoncer justement tout ce libéralisme qui est en fait une forme d'esclavage. Alors je ne retrouve pas malheureusement la citation, alors, dommage parce que j'avais toute une série de citations assez signifiantes de ce côté-là. Si voilà. Donc par exemple, la politique moderne ne voit dans le pauvre qu'une machine à travail dont il faut tirer le plus grand parti possible dans un temps donné. Elle mesure son utilité sur ce qu'il produit. Vous verrez bientôt jusqu'à quel excès peut porter le mépris de l'homme. Vous aurez des ilotes de l'industrie qu'on forcera pour un morceau de pain à s'enfermer dans des ateliers et qui vivront et mourront sans avoir peut-être une seule fois entendu parler de Dieu. Leurs besoins les placent sous votre dépendance. La nécessité en fait vos esclaves. Le cardinal de Bonald, je ne sais pas s'il a un rapport, et qui est archevêque de Lyon en 1842, qui condamne la cupidité, qui condamne la machine, qui condamne donc l'exploitation par le propriétaire de la machine. Donc voilà, l'abbé Jean-Joseph Gaume, etc., etc. Il y a une prise en compte, et c'est dans les milieux catholiques, dans les milieux royalistes, qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on dit qu'il y a une situation épouvantable pour un certain nombre d'ouvriers. Et Villeneuve-Bargemont a des propositions à faire, sauf qu'il y aura la révolution de 1830 et qu'elles ne sont pas écoutées. Villeneuve-Bargemont continuera son combat, puisqu'il sera élu ensuite député légitimiste, et que il écrira, je crois, un livre qui est absolument introuvable, sur une politique chrétienne pour le monde du travail. Et c'est véritablement de ce côté-là de l'échiquier politique que l'on voit les premières préoccupations, ce souci social, etc., et qui se réfère souvent, justement, enfin souvent, toujours, à l'Église et éventuellement à l'État royal. Alors, je ne vais pas vous faire toute une liste, justement, de ces catholiques et royalistes sociaux. J'avais juste une petite liste là pour vous montrer tous les projets. J'aurais en laissé un exemplaire ici, tous les projets de loi, toutes les propositions de loi sociales faites par les catholiques sociaux, principalement royalistes, légitimistes, principalement aussi. Et même, alors, juste une petite remarque, on y trouve à la fin Albert Demain, qui est un monarchiste rallié. Mais alors, je vais vous dire quelque chose que les gens ne savent pas, parce que souvent ils n'ont pas lu entièrement Albert Demain, c'est que j'ai découvert tout à fait par hasard, et en lisant un peu attentivement ces textes, c'est que certes, il s'est rallié à la République parce que le pape lui a demandé, ça a été une erreur, on en paye encore les conséquences, mais il reste en son fort intérieur, et il reste dans ses conversations privées, il ne sera jamais républicain, il reste royaliste. Et jusqu'à sa mort en 1914. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'aujourd'hui, Albert Demain, on l'a par exemple enlevé de la salle n'est pas perdue de l'Assemblée nationale pour le remplacer par une femme qui est tout à fait honorable au demeurant, mais qui est Olympe de Gouges, que Mélenchon ne veut pas voir au Panthéon parce qu'elle est trop réactionnaire et trop royaliste pour lui, mais du coup on a supprimé Albert Demain et c'est un peu dommage parce que c'est sans doute un de ceux qui justement a été je dirais ce royaliste social qui s'est beaucoup battu, qui a réussi à faire rétablir le repos dominical en 1906 avec d'autres, sachant que, ne l'oubliez pas, la loi de sanctification du dimanche, la bourgeoisie va tout faire pour la contourner. Et que la loi sera abolie seulement, en revanche, par la Troisième République en 1880. En disant, mais voilà, pourquoi le dimanche, etc. etc. Et qu'il faudra attendre à nouveau 1906 et une sorte d'union des premiers syndicats avec ces catholiques, avec l'Église. Et j'avais trouvé, par exemple, dans une église
près de Concarneau, je crois, je ne sais plus si c'est Concarneau ou Douarnenez, il y avait justement sur un panneau de l'église une sorte c'était à côté de la chaire, une formule qui expliquait que travailler le dimanche, bah, ça restait un péché, que c'était mal, etc., etc. Alors, en tout cas, le 19e siècle, ça a été le siècle des luttes sociales, ça a été le siècle, je dirais, de la naissance aussi du socialisme, et puis les catholiques sociaux, les royalistes, sont un peu les défaits de l'histoire, puisqu'on n'en parle plus, si ce n'est qu'on retrouve, presque par hasard, parce qu'il y a des gens comme moi, et puis des universitaires états-uniens, qui fouillent et qui disent, mais attendez, là, à qui le devez-vous hein, c'est pas la gauche. La gauche a pu récupérer, et elle a récupéré d'ailleurs, un certain nombre d'éléments, et elle y a rajouté sa démagogie et son propre esprit qui n'est pas forcément celui que nous partageons. Alors, aujourd'hui on est en 2024, on pourrait dire que tout cela est bien loin, etc. On est en 2024 et je vois que le temps a tourné. Nous sommes dans une période de mondialisation. Nous sommes dans une période de mondialisation qui a déstructuré gravement notre tissu industriel et agricole. On a parlé, et on parle toujours de désindustrialisation, on parle des drames sociaux, et Goodyear, si on fait la liste des drames sociaux depuis quelques années, c'est terrifiant parce qu'on a toujours le même processus. On va délocaliser parce que c'est moins cher ailleurs. Whirlpool, par exemple, en 2017. On va délocaliser, vous savez qu'on a délocalisé pour faire du profit en plus. C'est-à-dire que le travail devrait être fait pour partager, c'est-à-dire que le fruit, le profit du travail devrait être partagé. C'est une des grandes idées de la Tour du Pin, c'est une grande idée des royalistes, c'est de dire, mais le partage, le travail doit profiter, mais il doit profiter à tous, il ne doit pas profiter de manière, je dirais, injuste aux uns plus qu'à d'autres, quelque part. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'on remet en cause le patron, les cadres, les ouvriers. Non, que simplement, il y a un équilibre. Et alors, il y a quelqu'un qui essayera, qui est un grand lecteur de la Tour du Pin, mais qui a lu aussi Maurras. Il avait, sur le croiseur Colbert, en allant au Québec, un livre que certains d'entre vous avez sûrement lu, qu'il est Angers, c'était Charles Maurras, et le lecteur de Charles Maurras, qui se rendait vers le Québec pour aller crier son Vive le Québec libre qui a fait tant de bruit, et bien c'était De Gaulle. Et De Gaulle, en fait, il y a très peu de travaux, il y a quelques thèses, il y a eu un livre qui est sorti sur la question sociale et De Gaulle. Or, De Gaulle essaye d'adapter justement ce qu'il a appris des catholiques sociaux. Et ça sera la participation, l'idée d'une propriété du métier, du travail, etc. On retrouve cette idée. On retrouve cette idée, et qui sera beaucoup moquée d'ailleurs par Pompidou. Il y a un film qui s'appelle Adieu de Gaulle, Adieu, où on voit Pompidou qui se moque de la participation de Gaulle. Il va encore nous ennuyer avec sa participation, etc. L'idée n'est pas stupide, et l'idée était en fait née dans les milieux corporatistes, monarchistes, etc., etc. Alors, aujourd'hui, on a une désindustrialisation. Aujourd'hui, on a des délocalisations. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation est un fait, elle n'est pas un bienfait. On en a profité en tant que consommateur, mais on a oublié les producteurs. Aujourd'hui, on arrive dans le monde que souhaitait Karl Marx, et c'est le libéralisme qui y arrive. Que voulait Karl Marx? Qui d'ailleurs était pour le libre-échange. On l'a un peu oublié, au nom de l'internationalisme, etc. Ça m'amuse de voir qu'aujourd'hui, ceux qui s'en réclament sont les premiers à hurler contre le CETA et le Mercosur, et que quand on leur demande d'ailleurs un petit peu leur base marxiste, on se rend compte que c'est plus du carnaval qu'autre chose. Sauf quelques-uns, mais malheureusement ils sont peu nombreux et c'est difficile de discuter avec les autres. Eh bien, en définitive, ce monde, c'est un monde qui se veut sans classe ni État. On oublie les classes de producteurs, on ne veut voir que les consommateurs. Et on ne parle plus que du pouvoir d'achat, et non pas du salaire, du revenu, des profits des travailleurs. Ni État. C'était encore l'idée de Marx. La gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est passer par-dessus les gouvernements pour imposer des règles qui se voudraient, je dirais, valables pour toute la planète, ou pour un ensemble de toute la planète, etc., pour des ensembles parfois au sein de cette planète. La gouvernance, c'est véritablement l'idée
de l'absence d'État. Et aujourd'hui, les États, regardez comment l'État français a du mal à faire respecter un certain nombre de lois sociales qu'elle voudrait mettre en avant, ou même faire respecter ses entreprises. On le voit même en ce moment dans le cadre de la réindustrialisation, où c'est très compliqué. Toutes les normes qui viennent pour saboter l'effort français de réindustrialisation et de... Alors, il y a cela. Il y a l'échec économique en France, l'échec économique actuel, la dette, parce que c'est bien beau de consommer, mais consommer, nous consommons à crédit. Nous sommes entrés dans une société de consommation depuis l'époque de Ford. Disons qu'en France, c'est vraiment les années 50, 60 qui nous font entrer dans ce monde de la consommation. Et un des critiques de la société de consommation, c'est Pierre Debray, que certains ont peut-être connu ici, qui était une des plumes d'aspect de la France jusqu'aux années 70. Et Pierre Debray a expliqué que la société de consommation, c'était une révolution copernicienne. C'est-à-dire que pendant très longtemps, notre société, les sociétés humaines, produisaient pour consommer. Ce qui expliquait qu'il y avait relativement peu de gaspillage et qu'on connaissait les limites de la nature d'une certaine manière. Qu'on n'en prenait pas trop parce qu'on savait que si on prenait tout, on serait bien dépourvu le lendemain. Or, la société de consommation, c'est l'inverse. Il faut consommer pour produire. Il faut avoir le dernier téléphone portable à la mode, etc. Et la transition énergétique, c'est tout à fait dans l'actuelle société de consommation. La transition énergétique est une escroquerie écologique. Alors, tout le monde connaît, certains connaissent mon attachement à l'écologie intégrale. Je suis un écologiste fervent depuis plus de 40 ans et je suis très attaché à la raison, à la pensée écologiste française. Mais je dis, la transition énergétique, c'est une absurdité puisqu'on est, après avoir piller toutes les ressources fossiles, on commence à piller très rapidement les ressources minérales sans prendre le temps de savoir si elles pourraient produire plus avec la même quantité. C'est-à-dire qu'on refait la même erreur. Et donc en fait, on est en train d'accélérer, la fin, des ressources. On épuise un peu plus les ressources et les trésors de la Terre. Et donc, là aussi, c'est une question sociale. Pourquoi ? Parce que on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Regardez, toutes nos entreprises automobiles, on les a tuées. On était en train d'arriver à des moteurs qui consommaient de moins en moins, à des moteurs qui polluaient de moins en moins, à des moteurs qui, avec une goutte de pétrole, pouvaient aller 3 ou 4 fois plus loin qu'ils allaient dans les années 50. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé ce modèle. Et pourquoi? Pour faire qu'aujourd'hui, les voitures chinoises encombrent les ports européens, et qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire pour empêcher les panneaux solaires chinois, les voitures chinoises. Avant, on disait, on leur vend des Airbus, et puis on prendra bien leurs t-shirts et leurs chaussettes. Mais maintenant, on leur prend tout. Et ils vont construire leur propre Airbus, le C909, je crois, etc., etc. La question sociale, c'est aussi une question territoriale et politique. C'est aussi ce que je voulais montrer à travers cet exemple. Et il y a la question de la dette. La dette publique, évidemment, elle ne peut qu'exploser dans un monde où, justement, on a oublié les notions de partage, on a oublié les notions de travail, et on ne met plus en avant que, comment on appelle ça déjà, les influenceurs, les influenceuses, etc. Que cet argent facile, que ces gens qui tapent dans un ballon pour des millions, quand Madame de ménage, etc., elle gagne beaucoup moins, elle gagne juste de quoi nourrir et élever sa famille. Voilà, c'est des choses auxquels les royalistes sont sensibles. Et alors, je voulais vous présenter aussi tout un sujet sur la pauvreté, mais là, j'ai dépassé l'heure, donc on ne va pas aller trop loin. Pourquoi? Parce que la question de la pauvreté, c'est un des éléments de la question sociale. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé dessus, etc. J'ai travaillé aussi dans une des zones les plus pauvres et les plus ennuyeuses, les plus un peu violentes de France à l'époque, etc. Donc les Mureaux, etc. Et on se rend compte que tout cela revient aux politiques. C'est-à-dire qu'en définitive, être royaliste aujourd'hui, c'est pas être nostalgique d'hier, c'est vouloir le meilleur pour demain et pour tous. C'est le royalisme, il est éminemment social. Il s'inspire aussi de la doctrine sociale de l'Église, pas complètement, parce qu'il y a aussi des données qui lui sont propres, etc. Mais il y a la première approche sociale que j'ai eue véritable,
ça a été une formule du pape Jean-Paul II, je devais avoir une vingtaine d'années, c'était, je crois, dans Laborem Referens. Et c'était une formule qui m'a beaucoup marqué, l'économie doit être au service des hommes et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il remettait, je dirais, façon de parler, l'église au centre du village, d'une certaine manière. L'économie doit être au service des hommes et non l'inverse. Et je sais que à partir de là, ça cheminait et ça explique aussi beaucoup des combats sociaux que je mène en tant que royaliste. Alors, tout cela est bien beau, mais vous me direz, et la monarchie là-dedans? Les royalistes sont évidemment, sociaux ou pas, ils sont favorables à une monarchie. Mais si je suis monarchiste, si je suis plutôt royaliste, c'est parce que justement je pense que la réponse à la question sociale, elle est d'abord et éminemment politique. Le roi n'est pas là pour tout faire, l'État n'est pas là pour tout faire, mais il est là pour susciter, il est là pour impulser, il est là pour permettre, il est là pour autoriser, il est là pour, je dirais, laisser fleurir quelque part. Et la monarchie royale, elle me semble être la nécessité politique pour la sûreté sociale. Tout l'intérêt d'une monarchie royale, c'est d'ailleurs de ne pas devoir sa légitimité ni sa légalité aux jeux électoraux qui sont trop souvent des jeux d'argent. Vous n'avez pas d'argent, vous ne vous présentez pas. Et quand vous gagnez, très rapidement, vous oubliez les promesses que vous avez faites. Rappelons-nous quand même de la promesse de M. Hollande. Il disait, de manière totalement démagogique, qu'il allait taxer les uns les autres. Il disait que quelqu'un était riche au-dessus de 4 000 € par mois. Bon, je signale que sa simple retraite de président de la République lui permet d'engranger 15 000 € par mois. Donc voilà, c'est comme M. Mélenchon qui nous parle de la classe ouvrière et du travail alors qu'il n'a jamais travaillé autrement que comme un politique et qu'il est millionnaire. Bon, bref, je ne le reproche pas. Ce que je le reproche, c'est d'oublier un petit peu, je dirais, d'avoir une certaine humilité devant les réalités. Quand la République, elle, apparaît comme impuissante face, et c'est le gros problème aujourd'hui de la République, face aux féodalités sociales, économiques, financières. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est les jeux d'argent, et puis que c'est une société qu'on appelle BCE, pas une société d'ailleurs, Banque Centrale Européenne, qui la rappelle constamment à ses devoirs, qui d'ailleurs sont réels. C'est vrai qu'on devrait essayer de gérer les choses en bon père de famille, et qu'on essaye de ne pas faire de dette, parce que ceux qui payent la dette, c'est pas forcément nous, c'est ceux qui suivent. Et là, on peut dire que la dette, elle est lourde. Eh bien, aujourd'hui, la République, c'est une forme d'oligarchie qui est incapable, je dirais, de se sortir de son idéologie à la fois libérale, libertaire parfois, bureau technocratique en même temps, on met des QR codes partout, etc., et puis qui pense que c'est à coup de normes, de règles qu'on va résoudre les choses. On est en train de vivre une sorte de jacobinisme, de bureau technocratique incroyable. Plus on parle de décentralisation, moins on la fait. La monarchie royale, elle peut être le moyen, non pas de dissoudre complètement ces féodalités financières ou économiques, mais de les dominer, de les domestiquer, de les orienter différemment. J'ai trouvé que l'idée, par exemple, de réquisitionner certaines industries pour le réarmement, c'est pas une idée stupide. On n'empêche pas l'usine de faire son travail, mais on oriente un peu plus. C'est le rôle d'un État, protéger. Et puis après, le jour où les choses seront faites, l'État se désengage. Je crois que c'est comme ça que l'on peut voir les choses. Le but, c'est le bien public, c'est le bien commun, et non pas la quête perpétuelle du profit individuel. Ce n'est pas le profit, je rappelle, ni sa recherche qui sont condamnables, mais la démesure. Je l'ai dit 2 fois, j'insiste beaucoup dessus, c'est aussi le problème de notre société, l'individualisme de masse, l'égoïsme, le refus de la solidarité, du partage, et le refus, en définitive, de la justice sociale. Si on pose en question à un sondage, êtes-vous pour la justice sociale? Tout le monde va dire à 90% oui. Mais si l'on veut appliquer cette justice sociale, en demandant aux uns et aux autres de faire quelques efforts, moi je suis fonctionnaire par exemple, et je suis en fin de carrière, j'ai maintenant, pas été le cas toujours, un bon salaire. Il ne me semble pas, je dirais, impossible ni inutile de consacrer quelques heures bénévolement de mon temps à aider des élèves en difficulté, à monter des projets, etc. Or, aujourd'hui, on voit que des collègues qui sont dans la même situation que moi préfèrent dire « Ah non, cette heure de surveillance, si elle n'est pas payée, je ne la fais pas, etc. » Or, je crois qu'il faut aussi recréer un esprit public, un esprit de partage, un esprit de solidarité, un esprit d'entraide, tout simplement.
Et c'est aussi quelque chose d'important. Les choses ne se feront pas simplement par l'économique. Les choses ne se feront pas par les règles. Elles se feront aussi par un effort naturel, par l'idée qu'en faisant une petite heure de plus pour un élève en difficulté, eh bien, on aide son pays aussi. Parce que peut-être que ce jeune, au bout de 3 ou 4 heures, etc., de travail, il va réussir à comprendre tel exercice, qu'il va réussir à progresser, qu'il va prendre confiance, et puis qu'il aura envie aussi de rendre au pays qui lui a donné, de rendre aussi tous les efforts qu'on aura fait pour lui. Espérons. Alors, en tout cas, je pense d'ailleurs que la réinstauration royale que j'ai peu évoquée, ce n'était pas l'objet, comment la faire, etc., il n'y a pas de recette miracle, mais si elle veut aboutir, si elle veut s'enraciner, se pérenniser, elle devra s'appuyer sur 3 grands principes que j'évoque à chaque fois, et ça depuis longtemps: l'unité française, l'écologie intégrale, la justice sociale. Ces 3 grands principes peuvent lui permettre d'avoir une légitimité du moment pour grandir dans le présent et dans l'avenir. Et la justice sociale, c'est quelque chose que les Français attendent. Vous savez, il y a une phrase de Marcel Gauchet très intéressante, parce que souvent on compare Macron à un roi. Or, Macron n'est pas un roi. Et Marcel Gauchet, en disant pourquoi il n'est pas un roi, explique aussi ce qu'est un roi. Bon, Marcel Gauchet, c'est quand même un de nos plus grands philosophes. Il dénonce le mieux donc cette confusion entre Macron et le roi. Et voilà ce qu'il dit. Macron s'est trompé sur ce que l'on attendait d'un roi. Un roi, ce n'est pas un manager, pas un patron de start-up qui secoue ses employés pour qu'ils travaillent 18 heures par jour pour que les Français, par effet d'entraînement, deviennent tous milliardaires. Dans la tradition française, c'est toujours Marcel Gauchet, philosophe qui vient de la gauche, mais qui a compris sans doute la France, parce que c'est pas parce qu'on vient pas de la gauche, qu'on vient de la gauche ou de la droite d'ailleurs, qu'on ne peut pas comprendre la France, et au bout d'un moment, l'étiquette de gauche ou de droite, elle disparaît, il n'y a plus que le français qui revient. Dans la tradition française, un roi, c'est un arbitre, quelqu'un qui est là pour contraindre les gouvernants, à écouter les gouvernants. Quand les gens accusent Macron d'être le président des riches, ils lui reprochent surtout de ne pas être l'arbitre entre les riches et les pauvres. J'avais commencé tout à l'heure en évoquant la figure de Saint-Louis. Saint-Louis, le chef, la justice. Louis XVI, la justice sociale. L'humanité, le trône, la justice sociale. Quelques éléments seulement. En tout cas, pour vous montrer que la question sociale ne peut pas nous indifférer, ne peut pas nous ennuyer. Je n'ai évoqué que quelques éléments. J'aurais pu évoquer, je l'ai évoqué très rapidement, la question de la pauvreté, la question de l'industrialisation, de la réindustrialisation qui est en train de se faire, grâce au réarmement d'ailleurs, la question de la décentralisation, la question même d'une forme de corporatisme fédéral, qui est en train de revenir d'ailleurs. Après tout, les AOC, c'est quoi? C'est une forme de renouveau corporatiste autour de la qualité d'un produit. Et on pourrait en donner beaucoup d'autres éléments. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur la monarchie sociale, sur le royaume, juste en signalant que ce que disait Maurice Bugeaud, il parlait de populaire quand nous parlons de social, mais il disait que la monarchie serait populaire, ou sinon, tout simplement, elle ne serait pas. Merci de votre attention. J'ai été long, et pourtant je n'ai dit que la moitié de ce que je voulais dire. Merci Jean-Philippe. Qui veut intervenir ou en posant une question ou en complétant Georges? Oui, plusieurs petits points. Le roi Louis XVI a subi, je dirais, l'influence de son père, le dauphin, au travers notamment d'un texte et des conseils que le dauphin lui avait écrit à l'attention de son fils aîné. Et quand on lit ce texte, eh bien, on comprend beaucoup plus facilement les réactions du roi Louis XVI lorsqu'il est devenu roi de France et ce qu'il a essayé de faire au travers de tous les conseils que son père lui avait donnés avant de décéder.
Ensuite, il y a une chose qui est importante aussi à souligner et qui m'a toujours interrogé, c'est la Révolution française. Quand on regarde les gens qui ont été guillotinés par la Révolution française, 20% d'aristocrates, 80% de gens du peuple. Alors, je voudrais même aller plus loin. Quand on regarde bien la Révolution française, c'est une révolution principalement urbaine. Urbaine, Et parisienne. Voilà, et en fait, la question des gilets jaunes, la question même de la crise paysanne, on la trouve dès la Révolution française. Exactement. Il y a une espèce de mépris à l'égard de la terre, c'est-à-dire qu'on a un renversement entre, on passe de la terre à l'argent, à une dématérialisation en définitive de la richesse, et là en fait on touche à une des causes philosophiques de la question paysanne. Je souhaitais rajouter quelque chose par rapport notamment aux guerres de Vendée. Bon, on cite souvent les guerres de Vendée, mais il n'y a pas eu que les guerres de Vendée, parce qu'en fait, on se rend compte, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire locale, que toutes les provinces de France se sont à un moment donné révoltées contre le pouvoir révolutionnaire. Lyon. Moi, je vais prendre l'exemple du sud-ouest, tout le secteur de Toulouse et des petites villes qui sont autour de Toulouse. Et ce sont des gens du peuple qui se sont révoltés contre les révolutionnaires. C'est pour ça qu'on n'a pas l'oublier. Hein. Oui, et c'est pour ça que de plus en plus, on a tendance à parler de la révolution parisienne plutôt que la révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une révolution parisienne qui concerne et qui est utilisée par une part de la bourgeoisie, qui d'ailleurs va être divisée, parce que certains aussi vont être coupés, hein, ils vont s'entrecouper les uns les autres, mais c'est là où vraiment on voit la question de la bourgeoisie d'argent qui prend véritablement le pouvoir à ce moment-là, au détriment évidemment des communautés, au détriment des métiers, au détriment du travail tout simplement. Alors,